la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Bonsoir, chers amis auditeurs de Radio Urumuri, chers amis téléspectateurs aussi qui nous regardaient en image. Je vous dis bonsoir et je vous dis bienvenue sur votre radio Urumuri en cette soirée du mardi 16 mars 2021. Vous êtes avec votre serviteur Aloïse Simpunga dans les studios. Mais comme vous le voyez, pour ceux qui nous regardent en image, je ne suis pas seul. Je suis avec l'ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana et je lui souhaite la bienvenue. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, cher frère Aloïs Simpunga. Bonsoir. Bonsoir à nos auditeurs et à nos téléspectateurs, puisque désormais on peut utiliser ce terme. Hein. C'est une véritable télévision lorsqu'on vous voit là, avec votre studio. C'est une chaîne de télévision. Il ne faut pas en rougir. Bravo en tout cas. On n'en rougit pas, mais on essaie d'être modeste. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, donc bienvenue ce soir. Je peux dire à nos auditeurs que vous êtes en quelque sorte notre consultant pour un sujet très sensible, très délicat et qui nécessite votre expertise comme ambassadeur et comme auteur. Hein, il ne faut pas l'oublier. Donc, le sujet de ce soir, je peux l'annoncer déjà, c'est le livre qui vient de paraître cette année, en 2021, le livre d'un certain reporter français, Patrick de Saint-Exupéry, livre qui est plus ou moins contesté, le livre qui s'intitule La Traversée. Nous avons la chance que vous l'ayez lu et nous sommes donc heureux de pouvoir bénéficier de vos compétences, de vos connaissances et de votre expertise. Voilà, le livre, parlons de l'auteur d'abord. Je pense que son nom nous dit quelque chose, non? Oui, alors, moi je ne connais pas personnellement Patrick de Saint-Exupéry, mais je le connais suffisamment quand même par ses écrits, ses nombreuses interviews, ses déclarations, ses signatures sur des listes avec d'autres experts, hein, entre guillemets, hein, spécialistes du Rwanda, pauvre pays, dont tout le monde est devenu expert. On dirait que le Rwanda est devenu un produit dont on peut faire le marketing comme on veut, sans le connaître, sans cœur, et devenir expert et spécialiste. Eh bien, lui, il est expert, il est spécialiste du Rwanda. Il a quand même l'avantage, tout de même, d'avoir visité ce pays à plusieurs reprises, déjà pendant le génocide de 1994. Avec quelles lunettes, je ne peux pas le dire, mais en tout cas, il a été, et il a aussi et surtout, dans ce livre, hein, il parle de la traversée. Monsieur l'ambassadeur, éclaircissons un peu ce point. Est-ce qu'il s'agit d'avoir être dans un lieu, et le Rwanda en l'occurrence, et pour se proclamer tout de suite spécialiste, pour aller propager des théories là-dessus, surtout le Rwanda que vous connaissez bien, qui est votre pays, les Rwandais qui sont votre peuple. Est-ce qu'un Européen XY peut tout de suite, après 2 passages au Rwanda, se dire, voilà, moi je suis spécialiste du Rwanda, je suis spécialiste des Rwandais. Parlons-en, monsieur Dambé. L'expertise et la spécialisation de tout un chacun, c'est lui qui la déclare. Hein. Là, par exemple, tout à l'heure, vous m'avez déclaré expert et consultant. Je pense, en ce qui me concerne, que j'en connais un petit bout quand même du Rwanda et de
des événements qui s'y sont déroulés, même si pour certains et pour beaucoup, je n'étais pas présent parce que j'ai souvent été à l'étranger, ce qui m'a permis quand même d'observer et de suivre de près, parfois même mieux que certains qui étaient, les événements comme ils se déroulaient, au moment où ils se déroulaient et les différents acteurs de ces événements. En ce qui concerne les spécialistes et auteurs experts français, belges et autres, hein, je ne pense pas qu'ils puissent… En fait, moi je dis que ce n'est pas possible. Déjà que nous-mêmes, Rwandais, nous n'arrivons pas à comprendre. Certains ne savent même pas ce qui s'est passé lorsqu'ils étaient à l'action. Les victimes elles-mêmes n'arrivent pas à expliquer ce qui s'est passé, ce qu'elles ont vécu. Et donc, vraiment, je me méfie de ces titres dont les gens s'affublent, hein, experts. Avoir été au Rwanda 2 fois, avoir parlé à 5 Rwandais triés sur le volet à l'avance et devenir expert. Ça, je dis que non, ce n'est pas possible. En ce qui me concerne, je pense que c'est un titre dont on devrait se méfier, surtout quand c'est prononcé par des gens à l'avance missionnés justement pour le dire, pour l'écrire. Et je crois que nous devons nous méfier en ce qui concerne M. Patrick de Saint-Exupéry, en lisant ses livres, parce qu'il en a écrit plusieurs sur le Rwanda et sur la région. J'émets de sérieux doutes par rapport à sa spécialisation, à son expertise sur le Rwanda. Peut-être qu'il a vu des choses, peut-être qu'il a parlé avec des Rwandais, mais est-ce qu'il a eu l'âme, le cœur qui l'aide à comprendre les événements du Rwanda? Est-ce qu'il peut distinguer entre le vrai et le faux lorsqu'un Rwandais lui parle? C'est là aussi. C'est là, peut-être qu'on va dire certaines choses au cours de cet entretien et de cette émission. Je doute fort vraiment qu'il ait pu voir les personnes qu'il aurait choisies lui-même et qui ne lui étaient pas imposées par le régime du FPR ou ses amis français. Vous avez raison, monsieur l'ambassadeur, parce que moi-même qui est né au Rwanda, qui a grandi là-bas, des parents rwandais, franchement, je ne peux pas me déclarer, je ne peux pas revêtir de cette audace de me dire que je suis spécialiste de tout ce qui s'est passé au Rwanda, même si j'étais partie prenante de ces événements en quelque sorte. Alors, vraiment, en toute humilité, moi, je ne peux pas me prononcer, me dire, voilà, je sais tout, écoutez-moi, ma version est la bonne et la meilleure que celle de tout le monde. Mais bon, ici en Belgique, en France, on connaît des gens quand même qui osent pouvoir vendre cette casquette, dire voilà, nous, les autres, vous vous taisez, nous sommes les spécialistes, nous avons été là-bas au Rwanda pendant tel ou tel autre événement. Donc, écoutez-nous. Merci pour avoir éclairci ça. Je voulais donc un peu appuyer votre point de vue. Pour ceux qui nous regardent en image, vous voyez l'auteur du livre dont nous parlons, hein, donc Patrick de Saint-Exupéry. J'ai parlé de sa filiation, de sa parentalité avec le célèbre Antoine de Saint-Exupéry. Et il en a réellement, donc, cette parenté. Parlez-nous de cet auteur, monsieur l'ambassadeur, parce que je pense Antoine de Saint-Exupéry? Oui, je pense que vous le connaissez mieux que nous. Oui, c'est un grand auteur du début du siècle dernier hein, qui s'est distingué par la publication de plusieurs livres, des best-sellers de son temps, dont entre autres Le Petit Prince. Je pense que Le Petit Prince, pour les Africains, c'est son livre le plus connu. Ah oui, Antoine de Saint-Exupéry, oui. C'est un classique pour tous les enfants. Voilà, exactement. Il y a Le Petit Prince, Terre des Hommes et autres. Et c'était des livres qui parlaient au cœur. Pour celui-là, en tout cas, ce n'était pas des reportages comme tel, sauf un ou deux. C'était romancé, c'était des romans, c'était de la fiction, mais très, très réaliste. Et
c'est quelqu'un vraiment qui y mettait son cœur lorsqu'il parlait du Petit Prince, à travers le dialogue entre le Petit Prince et lui et les autres acteurs de ce livre. Par exemple, la phrase que j'ai retenue le plus dans son livre, c'est ce qui est important, ça ne se voit pas. En fait, ça veut dire qu'il faut chercher avec le cœur pour savoir ce qui est le plus important. Il ne suffit pas donc d'aller en moto, en camion, en barge, traverser le Congo, voir des cadavres, passer et parler à quelques badauds. L'essentiel est invisible pour les yeux. Comment? L'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà, donc il faut le chercher avec le cœur. Ouais. Ça, c'est la phrase classique, mais dans le livre même, on dit quelque part, ce qui est important, ça ne se voit pas. Et je pense que c'est vrai. Il y en a qui ne voient que le futile et qui partent de là pour construire des théories ou essayer de bâtir des vérités qui ne correspondent pas à la vérité qu'on voit, qu'on découvre avec son cœur. Donc, lorsqu'on va en Afrique, un peu comme Tintin au Congo, c'était un aventurier. Il y en a qui sont restés au niveau de Tintin au Congo. Il y a des experts, des expatriés qui sont en Afrique, qui voient l'Afrique avec les yeux de Tintin et qui veulent tout régenter et qui, lorsqu'il y a un problème entre deux Africains, prennent un couteau et coupent en deux et disent « toi, tu prends tel morceau du chapeau, toi, tu prends l'autre » et tout est bon. Les Africains, ils rigolent, ils sont contents, ils applaudissent et l'expert continue son chemin. En fait, c'est ça. Quand j'ai fini le livre, c'est l'impression qui m'est restée, honnêtement. Maintenant, on peut parler des thèmes développés dans ce livre. L'objectif du livre, en 2 mots, c'était d'affirmer, dès le départ, d'affirmer qu'en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, le Front patriotique rwandais n'avait tué personne, qu'il n'y a pas de victimes du FPR. Il y a des disparus. Il y a des populations qui ont disparu. C'est le terme utilisé souvent dans le livre. Mais il n'y a pas eu de victimes de violences initiées ou perpétrées par le FPR, Front patriotique rwandais de Paul Kagame. Il faut signaler en passant que parmi les sources, les personnes qui auraient informé notre auteur, donc Patrick de Saint-Exupéry, en tête vient le général James Kabarebe. C'est avec lui qu'il a déroulé la carte du Congo, que Kabarebe lui a dessiné les endroits et les points stratégiques que l'armée rwandaise a occupés pour éviter que les criminels génocidaires ne traversent la frontière pour aller finir leur travail au Rwanda. Et c'est lui qui lui a montré les points où l'armée est passée, et que donc, en définitive, c'est une deuxième grande victoire du Front patriotique rwandais d'avoir attaqué les camps des réfugiés rwandais, d'avoir tué les réfugiés armés, parce que pour lui, les réfugiés rwandais étaient pratiquement tous armés, qu'il s'agit donc d'une légitime défense, en fait. C'est un peu la même logique que Kigali avait utilisée le 22-23 avril 1995, après le massacre de Kibéo. Vous vous souvenez, lorsqu'ils ont massacré plus de 8000 personnes en 24 heures, non, en 12 heures, parce que c'était une seule nuit. Le lendemain, ils ont fini le travail. Hein. Ils ont dit non, non, non. Et alors là, c'était vraiment époustouflant parce que c'était le gouvernement rwandais qui affirmait cela, y compris des personnes qui n'étaient pas à Kibéo, qui ont dit non, non, les personnes regroupées dans le camp de Kibéo, ils étaient armés, ils se sont attaqués à l'armée rwandaise et l'armée s'est défendue. Donc la version du FPR, lui, sans faire quoi que ce soit, sans trier, sans faire un travail de reporter ou de journaliste qui regarde tous les côtés, qui regarde tous les points de vue, qui compare les différentes versions, sans faire quoi que ce soit de tout cela. Eh bien, il n'y a pas deux côtés. Il a pris la version du FPR et il a propagé. Tout à fait. Pour lui, il n'y a pas deux côtés. Enfin, il y a deux côtés. Il y a un côté, le Front patriotique rwandais de Kagame et James Kabarebe, ce sont les gentils qui ont attaqué le pays pour arrêter le génocide des Tutsis.
Rappelez-vous que cette thèse est aujourd'hui la clé, en fait, du gouvernement rwandais pour essayer de noyer le poisson lorsqu'on lui parle des crimes commis contre le peuple rwandais. Rappelez-vous que de tout temps, ça a été le prétexte. Donc, d'un côté, il y a les bons, les gentils, qui ont attaqué le Rwanda pour arrêter le génocide et qui ont arrêté le génocide des Tutsis, en définitive, et qui ont poursuivi les criminels en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, pour empêcher les réfugiés rwandais armés de rentrer, finir le génocide. C'est comme ça que les choses sont présentées. Donc, il n'y a pas de compassion à l'égard des réfugiés rwandais massacrés au Congo. De toute façon, les soi-disant 300 000 ou 200 000 victimes des violences du gouvernement, de l'armée rwandaise n'ont jamais existé. Parce qu'il les a retrouvés dans la forêt. Si vous le permettez, monsieur l'ambassadeur, je voudrais, en tant que Rwandais, en tant que quelqu'un qui a vécu toutes ces situations, tous ces événements dont monsieur Patrick Saint-Exupéry parle, je voudrais un peu mettre un peu de lumière sur les motivations de ce monsieur, voilà, et en faisant un petit peu son histoire. Ce monsieur, je pense qu'il a voulu suivre les pas de son neveu Antoine de Saint-Exupéry, de son oncle, de son grand-oncle plutôt. De son grand-oncle. Et il a voulu la célébrité. Donc, ce qui fait que dans tous ses ouvrages, dans toutes ses théories, il est mu par une recherche de célébrité plutôt que de la soif de journalisme et de reportage juste. Ceci est étayé par son passage au Rwanda pendant le génocide, non, bien avant même le génocide, parce qu'il est venu du Nord, il est passé par le FPR quand il occupait la partie nord du pays, du Rwanda, et par là, il a été, son cerveau a été lavé d'une certaine manière, comme c'est le FPR sait le faire. Il a certainement bénéficié de quelques, vous savez, la machine corruptrice du FPR qui n'hésite même pas à vraiment sortir le portefeuille, hein, la monnaie, comme on dit, sonnante et trébuchante. Il n'hésite pas, le FPR. Il y a beaucoup d'exemples, je n'y entre pas profondément, mais tout le monde le sait. On sait la machine corruptrice du FPR, quand il s'agit d'un étranger pour lui donner sa version, il n'hésite pas à passer par les jeunes belles filles. Vous le savez bien, si vous voyez chacun de ces Occidentaux qui colportent cette version du FPR et qui ont été lavés il y a une jolie fille là-dedans. Hein? Ce n'est pas entrer dans la vie de ces gens-là, vous la trouverez. Donc, cette machine a travaillé et ils l'ont retourné même contre son propre pays parce que du Nord, le FPR lui a donné la partie à prendre. Donc, le FPR, c'est des bons. Les Hutus, hein, ceux qui ont le pouvoir au pays, au Rwanda, c'est des méchants. Et donc, c'était ça sa version. Ils l'ont retourné même contre son propre pays parce que il a traversé le pays sans même s'occuper de tout ce qui se passe. Quand on lui demande la situation lorsque le FPR avait le Nord et ce qu'il faisait et ce qui se passait ailleurs dans le pays, il ne vous dira rien parce que lui, il a traversé le pays sans regarder à côté et il est allé dans le camp des Français, des militaires français, donc de la mission turquoise. Et donc,
Entre-temps, on l'opère et on le retrouve dans la mission turquoise qui était au sud du pays et un peu à l'est. Pour faire quoi? Suivez ces œuvres pour accuser les militaires de son pays de co-auteurs ou en tout cas complices, de complicité avec les méchants. Alors, si je suis moi-même journaliste, si quelqu'un peut me dire que cela constitue un travail respectable de journaliste, de reporter, je lui dirais que non, moi je n'y crois pas. Donc, c'est dans cette image et dans cette façon de M. Patrick de Saint-Exupéry de faire que nous allons essayer de savoir ou alors de comprendre le livre dont nous allons parler aujourd'hui, donc La Traversée. Vous commenciez, Monsieur l'ambassadeur, de nous parler de cet ouvrage. Donc, c'est un ouvrage qui va accuser, qui accuse. Il accuse même les morts, ceux qui étaient morts au moment de l'actualité qu'il développe. Eh bien, il accuse par exemple le président Mitterrand d'avoir parlé de double génocide après l'attaque du Congo par le Rwanda. Le président Mitterrand n'était plus aux affaires, il était mort. Quand il parle de Védrine, à chaque fois il veut y associer le président Mitterrand, y compris pour la période où Mitterrand était mort. C'est extraordinaire. Mais en tout cas, sa thèse, c'est ce que je disais, sa thèse c'est il n'y a pas de double génocide et ce n'est pas possible qu'il y en ait deux parce que celui qui est accusé du deuxième génocide, il est gentil, il a arrêté le génocide, il a même été si gentil qu'il est allé rapatrier les réfugiés rwandais qui étaient pris en otage par les génocidaires. Oui, celui-là ne peut pas commettre un génocide, c'est sa théorie. Deuxième chose, c'est que la France a été, disons, aux côtés des génocidaires du début jusqu'à la fin. C'est ce que vous disiez. Est-ce que vraiment la France a participé au génocide, le seul génocide pour lui, le génocide des Tutsis? Je lui laisse la responsabilité de cette thèse, mais bon, le problème c'est que ces gens, les experts en question, qui ont les mêmes thèses, qui épousent systématiquement les thèses du Front patriotique rwandais de Paul Kagame, en fait, eh bien ces gens, ils n'aiment pas le débat. À plusieurs reprises, nous avons demandé de débattre de ces questions en France, devant la presse, devant un public qui peuvent même choisir. Nous, on est prêts, mais ils ne veulent jamais. Au contraire, lorsque nous les invitons à nos colloques, à nos conférences, ils disent non, 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 on ne peut pas participer à des colloques négationnistes, alors même que ces colloques ne sont pas encore tenus. En d'autres mots, ils ne veulent pas débattre parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'arguments solides, parce qu'ils n'ont pas, leurs arguments ne peuvent pas résister à la documentation que nous possédons, et surtout au vécu des Rwandais. Au contraire, l'arme absolue, c'est l'accusation de négationnisme, c'est l'accusation d'idéologie génocidaire, et j'en passe. Donc, exactement, c'est comme si vous prenez le CNLG, que vous le transportiez à Paris, et que ces journalistes, experts et autres soient les membres du CNLG, à la place de Jean-Damascène Bizimana. C'est ça, en fait, le problème. Alors, les deux thèses. Vous savez, dans son livre, puisqu'il parle de double génocide, par exemple, il affirme que la théorie du double génocide est née après le rapatriement des réfugiés Hutus de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Que c'est en ce moment que les gens ont commencé à parler de double génocide. Moi, je lui dis, monsieur de Saint-Exupéry, vous êtes complètement à côté de la plaque parce que avant 1996, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, en 1994, je l'ai dit après avoir quitté le Rwanda. Parce que j'avais reçu un premier rapport d'un expert, celui-là, parce qu'il avait vraiment travaillé comme expert en Somalie, en Ouganda et au Rwanda pour justement détecter éventuellement les traces d'un génocide ou de crimes contre l'humanité.
Eh bien, ce rapport, je l'avais vu. C'est un rapport qui conclut qu'entre juillet et septembre 1994, le Front patriotique rwandais s'était livré à des actes de génocide contre les populations civiles hutus. Mais cela, M. de Saint-Exupéry fait semblant de ne pas le savoir. Pour lui, c'est les massacres au Congo. Avant, le FPR n'a massacré personne, en fait. Comme vous le dites, eh bien, il a traversé la zone du FPR. A-t-il vu ou n'a-t-il pas vu? Je n'ose pas lui prêter de mauvaises intentions, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'a pas vu, ou alors on ne lui a pas montré, le FPR n'avait aucun intérêt à lui montrer les victimes de ces massacres. Toujours est-il que tout de même, par exemple, il cite une femme, une Rwandaise. Monsieur l'ambassadeur, Okay. Je suis journaliste. En toute humilité, j'ai les notions de base du journalisme. Mm-hmm. On ne doit pas être un grand reporter, un grand journaliste pour savoir que si tu vas chercher les infos, tu dois chercher par toi-même. C'est un principe de base de journalisme, de reportage encore plus rigoureux. Alors, s'il est arrivé dans la partie nord du pays et qu'il a trouvé le FP là-bas, qu'on lui a servi une version officielle, c'était à lui la responsabilité de chercher l'information qu'on ne lui a pas servie. Là, ça aurait été très difficile, Aloïs. Vous le savez vous-même qu'en zone FPR, le journaliste n'avait pas le droit d'aller poser des questions à n'importe qui. Hein. Ça, pendant la guerre et après, c'était absolument interdit. Le FPR avait mis en place un système. Je suis d'accord. En somme, là, qu'est-ce que fait le journaliste? Que fait le journaliste selon les livres qu'on nous a fait retenir? La vérité, quand même, c'est que M. de Saint-Exupéry a été longtemps reporter. Il a travaillé pour des grands groupes de presse. Il a travaillé au Figaro. Il a travaillé. Mais en ce qui concerne le dossier rwandais, mais il faut voir quel reporter aussi, parce que un reporter, j'ai fait quelques recherches là-dessus. Un reporter qui a été refoulé à Lomé en 2005, lorsqu'il est allé s'occuper des élections, alors c'est chaque fois le parti pris pour lui. Et le parti pris qui ne s'occupe pas de l'information balancée. Et en ce moment-là, quand il a publié des choses tout à fait partisanes, on l'a refoulé. On a dit, mais voilà, la réalité, elle est devant toi et tu vas publier des choses. Et parlons de son passage chez Le Figaro, chez les grands groupes dont vous parliez. Mais il a été remercié au Figaro en 2008. J'ai bûché quand même sur son passé. En 2008, il a été remercié par Le Figaro parce que je ne vous fais pas l'historique des livres qu'il a publiés et des articles, justement, quand il était employé du Figaro. On l'a mis dehors à cause de cela, de son parti pris, parce qu'il a amené chaque fois des procès. Vous savez combien de procès il a amené? Essayez un peu de faire des recherches. Mais apparemment, il les a tous perdus. Hein? Et qu'il a perdu, et que ces grands groupes ont perdu. Et il n'a pas été remercié pour rien. J'aimerais quand même qu'on revienne au livre parce que oui, le devoir. Donc, c'est parce que je voulais un peu éclaircir ce côté-là, parce que c'est comme si tu avais parlé qu'il était un reporter irréprochable et que c'est au Rwanda seulement qu'il a. Non, il est comme ça. Voilà. Je m'excuse. Un parti pris radicalement opposé au nôtre, à la vérité en tout cas. Mais vous savez, j'ai déjà des procès comme ça. Je ne vais pas trop parler de Patrick de Saint-Exupéry. Je voudrais qu'on parle de son livre parce que c'est ce mur que nous devons casser. C'est vraiment un mur de mensonges. C'est un livre mensonger du début à la fin. Mensonger du début à la fin. Aussi bien en ce qui concerne la négation des crimes contre l'humanité en fait, il fait du négationnisme du début à la fin.
Il va même jusqu'à affirmer que le rapport mapping ne raconte que des bêtises, que les experts, les enquêteurs qui ont produit le rapport mapping sont passés à côté de la réalité, que donc le contenu de ce rapport n'a aucun sens, que les victimes dont on parle, elles ne sont pas mortes, qu'elles ont disparu, mais que lui, voyageur impénitent, qui a traversé le Congo à moto, qu'il en a découvert plusieurs dans la forêt congolaise. Donc, en fait, pour lui, nos parents qui ont été massacrés par le Front patriotique rwandais et la FDL au Congo, les millions de Congolais qui ont été tués, massacrés, vieillards, enfants, femmes, toutes les femmes qui ont été violées au Congo, pour lui, c'est un mensonge. C'est-à-dire que les personnes comme Denis Mukwege et les autres, et les Congolais qui demandent justice, ne devraient pas le faire parce qu'il faut circuler, il n'y a rien à voir. Au Congo, il n'y a pas eu de massacre. Et s'il y en a eu, c'était une guerre entre les bons, le FPR, et les génocidaires qui prenaient les réfugiés rwandais en otage. Là, c'est très grave. Là, c'est vraiment du négationnisme. Hein. Et c'est là que nous devons lancer un appel à nos compatriotes rwandais et à nos amis frères congolais. Est-ce qu'on va laisser des experts venus de nulle part parce qu'ils ont un nom qui rappelle un grand auteur français, parce qu'ils ont des amitiés en France, parce qu'ils ont écrit des livres, on va les laisser piétiner les cadavres de nos parents? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment moyen d'arrêter ça? Est-ce que le gouvernement français doit continuer à subir? Je leur laisse la responsabilité. S'ils veulent être traités de génocidaires, ça le regarde. Mais c'est la France en ce moment-là. Ce n'est pas un gouvernement, c'est pas le gouvernement actuel qui est accusé. C'est la France qui est faussement accusée de génocide. Mais ça, c'est les Français les officiels français qui ont la responsabilité de défendre l'honneur de leur pays. Nous, en ce qui nous regarde, en tant que parents des victimes massacrées aussi bien au Rwanda qu'en République démocratique du Congo, au Zaïre, eh bien, je pense que nous devons agir très vite, mener une action, mais alors musclée, vraiment, dynamique, pour dénoncer ce livre. Ce n'est pas un livre normal, ce n'est pas un reportage, c'est un livre négationniste. À Kigali, on parle souvent de négationnisme lorsque nous disons que le FPR a massacré des Rwandais. Non, le négationnisme, c'est celui-là. Le négationnisme, c'est dire que le rapport mapping est un rapport documenté s'il en est. On n'a jamais vu un rapport aussi bien documenté. Que toutes les ONG des droits de l'homme qui ont fait des rapports sur le Rwanda et qui ont mis en cause le FPR ont raconté des bêtises. C'est le terme qu'il utilise, M. de Saint-Exupéry. Est-ce qu'on va laisser passer ce livre? Je pense que non. Pour une fois, ce n'est pas parce que j'ai moi-même engagé une plainte contre quelques personnes en France que je le dis, mais je pense vraiment que tous les Rwandais, tous, je ne parle pas des Hutus, parce que les Hutus c'était au Congo, mais il y a aussi des Tutsis qui ont été tués par le FPR. Il y a des Hutus qui sont victimes du génocide en 1994. Il faudrait que tous les Rwandais, s'ils veulent vraiment un jour s'asseoir ensemble, vivre en paix dans ce pays, il faudrait que tous reconnaissent au moins que le Front patriotique rwandais a massacré des centaines de milliers de Hutus au Congo. C'est un prérequis. On ne peut pas travailler ensemble, on ne peut pas vivre ensemble si on considère que la vie de certains n'a aucune valeur. Ce n'est pas possible. Là, M. de Saint-Exupéry est entré dans notre jardin, le jardin de la paix, le jardin de la réconciliation que nous sommes en train de planter, d'entretenir. Lui, il est en train de piétiner les fleurs que nous voulons entourer, n'est-ce pas, la place publique où nous allons nous mettre pour nous réconcilier. Réellement. Il est en train de torpiller les efforts que les Rwandais ont mis en place, que les Rwandais ont fait
pour cheminer progressivement vers la réconciliation, les efforts de paix. On ne peut pas faire un travail de sape comme celui-là qui dit qu'une partie de la population rwandaise n'a aucune valeur, que les avoir tués, c'était bien parce que c'était des méchants, parce qu'ils étaient armés. Non, M. de Saint-Exupéry doit savoir que les réfugiés rwandais, qui étaient 2 500 000 dans les forêts congolaises, n'étaient pas armés. Il y a peut-être quelques personnes, des ex-militaires, qui étaient armés. Mais ce n'est pas eux qui ont été massacrés de toute façon. Ce sont les civils, affaiblis par la marche, par la faim, souvent, parfois aussi dévorés par les animaux de la forêt. Et les maladies. Exactement, c'est eux qui ont été massacrés. Ce n'est pas les anciens militaires rwandais. Eux, ils savaient se défendre. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons faire. Nous devons interpeller M. de Saint-Exupéry pour qu'il modifie son livre. Et pour qu'il... Et vous entrevoyez quelques stratégies, parce que ces gens-là, ils ont déployé des moyens. Hein. Je crois que j'ai vu dans nous, on n'a pas de moyens, mais on sait, on est du côté de la vérité. Et les stratégies, on ne va pas les dire à la radio, hein, de toute façon. Mais on a des idées en tête, en France, mais on va aussi demander à tous les Rwandais qui sont en exil partout dans le monde de s'associer à nous. J'ai dit, une fois encore, je ne parle pas des Hutus. Hein. Lorsque les Tutsis se faisaient massacrer en 1994, beaucoup de Hutus se sont levés pour protester, pour aider les Tutsis. Vous faites bien vraiment de parler cela avec force, parce que justement, ces pseudo-experts qui se servent de la version du FPR, ils croient que nous, les Rwandais, nous sommes divisés, que nous sommes en deux. Donc, il y a les Hutus, les méchants, et les Tutsis, les bons. Et pourtant, c'est faux. Je pense que c'est un prémisse qu'on doit déjà mettre à l'avant pour, en tout cas, détruire les affirmations de ces gens-là. La version du FPR, elle est divisionniste. Mais pourtant, nous, les Rwandais, nous le savons bien, nous avons nos familles unies par alliance, par des liens très forts entre Hutus et Tutsis. Et donc, nous sommes indivisibles. Mais eux, qui colportent cette version du FPR, ils ne le savent pas. Donc, c'est une carte assez importante que nous devons jouer et surtout étaler devant le monde. Vous avez bien fait de le souligner. C'est une véritable guerre, en fait, une guerre positive que nous devons mener contre ces mensonges. Nous devons mener une guerre pour la vérité et pour mettre en avant l'égalité entre les Rwandais et la compassion pour tous. Là, je ne suis pas en train de privilégier une organisation que je préside qui a ça comme leitmotiv. Non, 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 mais c'est vraiment la voie de réconciliation que nous allons peut-être adopter. Vous savez, les Rwandais ont commis beaucoup d'erreurs, de crimes, les uns contre les autres, notamment en 1994. Depuis 1990, en fait, jusqu'à aujourd'hui, les crimes continuent. Mais il faut savoir aussi que souvent, ce sont des étrangers qui ont été à la base de nos divisions ou qui ont alimenté la discorde. Je ne veux pas m'étaler sur les erreurs ou les fautes commises par l'administration belge à l'époque de la tutelle, hein. Mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. La Belgique avait, à un moment donné, adopté le principe que seuls les Tutsis pouvaient participer à l'administration du pays. C'est écrit dans des rapports. Certains proposaient que les Hutus aussi aient accès notamment à l'administration, et les administrateurs belges qui étaient au Rwanda et l'administration belge de Bruxelles avaient conclu que non, que les Hutus n'étaient pas assez intelligents. C'est écrit noir sur blanc, que seuls les Tutsis doivent être intégrés dans l'administration moderne de notre pays. Vous savez, cela a été fait depuis les années 1920. Jusqu'en 1960, il s'est passé 40 ans où certains ont fini par croire que c'était la... Mais je sais que beaucoup de Tutsis n'étaient pas nécessairement d'accord avec ça.
Mais quand vous avez un tuteur, que vous êtes considéré comme un mineur adulte, qu'il vous impose un comportement, qu'il vous donne des privilèges, qu'il en refuse à tes frères, tu finis par en profiter. Mais on sait aussi que lorsque le vent a tourné dans les années 59, 1959, 60, 61 et après, les mêmes Belges ont choisi le camp qu'ils avaient minimisé avant. Donc, à chaque fois, ils se placent. Ils se placent pour gagner le gros lot de nos divisions, Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons... C'est ça vraiment qui a provoqué toutes ces haines, cette rancune permanente, ces préjugés qui font qu'un Hutu, lorsqu'il passe, certains Tutsis disent, vous l'avez vu, il n'est pas beau, il est méchant en plus, et il pue. Et ce qui fait que certains Hutus, lorsqu'ils voient un Tutsi passer, ils disent, oh, le petit Tutsi, il est malingre, il n'est pas malin, on va le tuer un jour. Ça, c'est des clichés, hein. Je suis en train de les dérouler ici sur Radio Urumuri, mais c'est la vérité. Moi, qui ai eu le malheur peut-être, ou plutôt la grâce ou la chance de vivre, de naître dans des familles Hutu et Tutsi, je peux vous citer des exemples que j'ai vécus. Ou étant avec un groupe de Tutsi et voyant un Hutu passer, j'ai entendu des choses inacceptables, et vice-versa. Des clichés qu'on balance et qui montrent la haine et la volonté d'en finir avec l'autre. Là, nous sommes en 2021. Nous avons en face de nous un régime qui a tué les Hutus, des centaines de milliers de Hutus, qui a assassiné et qui continue à assassiner et qui a massacré beaucoup de Tutsis qui ne sont pas d'accord avec le régime. Et qui continue. Et qui continue, justement, qui a tué Kizito Mihigo parce que Kizito Mihigo a prêché la réconciliation et la concorde entre les deux ethnies. Eh bien, au moment où nous cherchons, nous, à mettre en place des institutions, un système qui met tous les Rwandais sur le même pied d'égalité, qui met les Hutus et les Tutsis ensemble pour qu'ils construisent ensemble leur pays, pour que les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de masse en général appartiennent au passé. Voilà que des auteurs français, belges et autres viennent nous dire non, 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 vous êtes méchants, eux, ils sont gentils, vos morts ne comptent pas, et de toute façon, ça devait se faire comme ça. C'est des gens qui devaient mourir. Donc, pas de compassion possible. Nous devons, je pense, sincèrement, à travers nos organisations, à travers les coalitions politiques et les coalitions ou les cadres existants de la société civile, nous devons nous mettre ensemble, analyser ce livre et le traiter comme il se doit. Et nous devons mobiliser de toute façon l'opinion internationale. Ce n'est pas au moment où les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, le United Kingdom et certains autres pays, ce n'est pas au moment où ils disent « oui, c'est vrai, il y a eu un génocide contre les Tutsis », mais il y a eu aussi beaucoup de crimes commis contre les Hutus. Et il faut les honorer. Il faut accepter qu'eux aussi étaient des êtres humains qui méritent justice et compassion. Ce n'est pas en ce moment qu'un auteur, soit-il le petit-neveu de je ne sais qui, doit venir piétiner les cadavres de nos parents et semer la discorde et la division entre les Rwandais. Je n'ai pas l'habitude, en parlant de quelqu'un comme ça, un homme que je respecte parce que c'était un grand reporter, effectivement, mais qui est malheureusement trop... je ne sais pas où il a mis son âme et son cœur lorsqu'il analyse le Rwanda, en tout cas. On dirait qu'il il y a des gens qui ne le voient pas. Et pour lui, certains n'existent pas, ou alors ne devraient pas exister. Il y a de la haine dans les termes qu'il utilise dans son livre. Et je reviens sur ma proposition, c'est que très très vite, les Rwandais se mettent ensemble et qu'ils fassent une analyse sérieuse du contenu de ce livre et surtout qu'ils envoient un message fort à son auteur et au gouvernement français, naturellement, parce qu'on a l'impression que le gouvernement français est timide, hein, il est timoré,
Il laisse les gens mentir à propos de la France, à propos de l'opération turquoise. Et nous, pauvres Rwandais, lorsque nous commençons à dire ce que nous savons, vous, Aloïse Simunga, qui était sur place, qui avait vu turquoise sauver des Rwandais, des Hutus, des Tutsis par dizaines de milliers, lorsque vous le dites, on vous traite de négationniste. Ou peut-être même de puisque vous parlez de cela, le peu que j'ai lu dans ce livre, il parle d'un épisode de Vicecero. Voilà. Il a parlé de Vicecero et il a accusé vraiment tout cru l'armée française qu'elle n'a rien fait pour les réfugiés tutsis qui étaient là. Mais donc, tous les journalistes, tous les reporters, tous les témoins qui sont venus par après, en tout cas, ils l'ont ils l'ont contredit, ils l'ont dit, mais c'est pas possible que tu puisses dire des mensonges comme ça, alors que il y a des témoins, il y avait d'autres journalistes, il y avait d'autres militaires, il y avait des militaires français, il y avait il y a des rescapés qui disent le contraire. Alors, on se dit, mais ce reporter, il est mu par quelle motivation, si vous voulez, si vous me permettez, parce que tout le monde, j'ai lu dans les commentaires, les journaux qui l'ont contredit, c'est vraiment énorme. Donc, si on veut l'attaquer, je pense qu'on a assez d'arguments et assez d'éléments, en tout cas, pour le contredire. C'est vrai, quand on lit, surtout lorsqu'on s'avance progressivement à travers son livre, son récit, on a l'impression qu'il travaille sur contrat. On a vraiment l'impression qu'il a eu un contrat pour développer une thèse, pour casser les autres thèses et pour démontrer que les accusations portées contre le Front patriotique rwandais et surtout contre le grand leader bien-aimé Paul Kagame, il faut les nettoyer. Jusqu'à dire que le rapport mapping, c'est des foutaises. C'est quand même, écoutez, on peut être... Et le rapport mapping qui a été fait par les experts des Nations Unies. Mais bien sûr, de la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme. Et pendant plusieurs années, ils ont visité le Zaïre, partout, et y compris après, lorsque le Zaïre est devenu la République démocratique du Congo. Vous savez, avant le rapport mapping, il y a eu quand même d'autres rapports. Il y a eu les deux rapports Garreton, c'est des monuments d'enquête. C'est des dossiers très, très bien faits, lourds, sauf qu'à l'époque, évidemment, les pressions politiques ont fait que ces rapports ont été enterrés. Le président Kabila, que j'admire beaucoup, celui qui a pris la place après Mobutu, quand il a commencé à comprendre qu'il s'était trompé, c'était trop tard. Ils l'ont tué. Vous savez, tous ces rapports, si vous les mettez ensemble, et si vous ajoutez les rapports faits sur les crimes commis au Rwanda par le FPR, si vous ajoutez les rapports du tribunal pénal international qui existent mais qui ont été bloqués à la dernière minute pour empêcher toute poursuite contre le FPR, contre Kagame et les siens, quand vous ajoutez les rapports faits par les organisations des droits de l'homme qui, elles, étaient au Rwanda, il y a la Croix-Rouge, le Médecins sans frontières, il y a Human Rights Watch, il y a Amnesty, il y a Reporters sans frontières. Vous savez, ça n'a même pas de qualification, ce ne serait même pas un génocide, ce serait plusieurs génocides en fait, parce qu'ils se sont passés à des époques différentes, à des endroits différents. Le seul lien, c'est les auteurs, le Front patriotique rwandais, et les victimes, les populations hutus. C'est ça le lien qui fait que même si dans le temps, il y a une distance entre ce qui s'est passé au Rwanda et ce qui s'est passé 2 ans plus tard en République démocratique du Congo, mais c'est une chaîne continue de massacres qui montre justement l'intentionnalité de ces crimes. L'intentionnalité, la logique criminelle qu'il y a derrière, parce qu'il y a... c'est une logique, les victimes sont les mêmes.
Les auteurs de ces crimes sont les mêmes. Et partout, vous retrouvez Kabarebe, qui devient aujourd'hui le guide de M. de Saint-Exupéry, et qui a mis à sa disposition les membres de sa famille, hein, y compris ceux qui sont en France. Sa cousine, Kabarebe, donc son beau-frère, le beau-fils du beau-frère, qui est maintenant un grand écrivain en France. Ils sont tous dans le livre, et c'est eux qui sont remerciés à la fin. Il y a des historiens que l'on connaît qui sont dans le même réseau. Moi, je dis, il ne faut pas chercher une logique derrière ce livre ou derrière les actions menées par le même réseau. Lorsqu'ils disent de moi, par exemple, que je serais un négationniste, alors que jamais je n'ai nié le génocide, il n'y a pas de logique à chercher derrière. C'est à nous de nous défendre. Nous devons nous défendre. Nous avons la chance de vivre dans des pays de démocratie, comme la Belgique, comme la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, et j'en passe. La Norvège, la Suède et autres. La faute, c'est un peu nous aussi. Je le dis. Nous péchons par trop de timidité, par trop de... On se comporte comme les Congolais à l'époque de Tintin, justement. Oui, j'ai l'impression qu'on leur laisse du terrain et qu'ils en profitent. Justement, en parlant du terrain, je me pose une question de savoir si publier ce livre en 2021, si, bon, sans toutefois spéculer, si ça n'a rien à voir avec la situation globale qui se passe maintenant. Vous avez dit en une phrase qu'on dirait qu'il travaille sous contrat, vu donc ce qu'il publie, vu quand il le publie, comment il le fait. Donc, sans devoir tout à fait spéculer, on peut dire que ce n'est pas fortuit s'il publie ce livre aujourd'hui, en 2021, et avec tous ces mensonges qui n'ont évolué d'un iota depuis les versions. Et normalement, un reporter qui le publie en 2021 aurait ajouté des éléments, des éclaircissements qui sont venus d'autres experts, qui sont venus d'autres sources fiables comme le Mapping Report, les chercheurs, par exemple, comme Judy Riva, comme d'autres. Mais rien de tout cela. Rien de tout cela. Ils se contentent en 2021 de mettre sur la table une version qu'il a chantée depuis 1990. Alors, on se dit, est-ce qu'il y a une raison pour cela? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je ne suis pas un devin, mais comme vous, hein, vous avez... Oui, j'ai dit on ne spécule pas, mais on vous avez vraiment raison. Vous avez raison de vous poser cette question parce que qu'est-ce qui s'est passé pour que plusieurs années plus tard, après l'enquête menée par Patrick de Saint-Exupéry, enquête qu'il avait gardée sous le coude pendant des années, pourquoi il publie ça aujourd'hui? Bon, c'est vrai que moi aussi, j'ai des manuscrits que je n'ai jamais publiés parce que faute de temps ou de moyens, parce que les éditeurs de la métropole n'acceptent pas nos livres à nous, parce que nous sommes censurés dans la presse française, une certaine presse, parce que les mêmes personnes qui racontent des mensonges vont jusqu'à recommander aux médias français de ne pas nous donner la parole. Eux, ils ont les moyens, ils vont partout. Eh bien, je pense, je parle comme ça, hein, avec la situation que traverse aujourd'hui le régime de Kigali, c'est-à-dire ballotté de partout, accusé de tout et de tous les crimes par tout le monde, jusqu'à certains de leurs alliés les plus proches. Tout à l'heure, je parlais des États-Unis et du Royaume-Uni, de l'Australie et autres, qui demandent que les victimes Hutus aussi soient prises en compte. Là, je ne suis pas en train de parler des Hutus, ni des Tutsis. Je suis en train de parler de justice et d'égalité de traitement. Dans la mémoire, la compassion qui doit s'étendre aussi à l'égalité devant la justice.
ces pays, lorsqu'ils n'ont pas qu'ils changent de position par rapport, eh bien, on les traite de négationnistes parce qu'ils veulent qu'on parle aussi des autres victimes. Et c'est ce qui nous arrive. Lorsque l'Union européenne, le Parlement européen, à la lumière évidemment de ces procès, de ces kidnappings que le gouvernement rwandais est en train de pratiquer tous les jours, l'arrestation de personnalités rwandaises, politiques ou autres, des journalistes qui disparaissent. Vous savez, il y a un moment où la machine s'arrête. Et je pense que le régime rwandais est vraiment aux abois. Aux abois. Je pense même qu'à la lumière des mesures prises pendant cette période de Covid-19, certaines capitales étrangères ont compris que le gouvernement rwandais essaye de cacher des choses. Ils sont aux abois. Il y a des capitales qui demandent aujourd'hui que Kagame et les siens soient poursuivis pour les crimes commis au Rwanda et en RDC. Il y a un certain docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, qui, au nom du peuple congolais, demande la mise en place d'un tribunal international pour juger les auteurs des crimes commis au Congo. Et c'est ce qui explique d'ailleurs les menaces qui sont venues de Kigali. Le même général James Kabarebe, conseiller de Kagame, ancien chef d'état-major au Rwanda et au Congo, qui a menacé publiquement le prix Nobel de la paix Denis Mukwege. C'est ce tourbillon de vérités, de vérités qui sont en train de venir de partout. C'est ça. La vérité a toujours fait peur à Paul Kagame et aux siens qui ont été complices ou co-auteurs des crimes qu'il a commis partout. C'est les mauvaises relations. Regardez autour de nous, autour du Rwanda. En parlant de diplomatie, regardez les relations entre le Rwanda et le Burundi. On est sur pied de guerre. Il y a 2 semaines, c'était la guerre à la frontière des 2 pays. Regardez la République démocratique du Congo. On parle de quoi? De balkanisation. Balkanisation qui est en train d'opérer progressivement, petit à petit, en cachette, mais tout ce qui est caché est visible aussi. C'est le gouvernement rwandais qui est pointé du doigt. Regardez l'assassinat de l'ambassadeur Attanasio, Luca Attanasio, l'Italien qui a été assassiné à 20 km de Goma. Maintenant, tout le monde sait que c'est des militaires rwandais qui l'ont fait, que ce n'est pas les FDLR. Et les assassinats que le régime de Kagame a commis dans les pays voisins contre les réfugiés rwandais, contre les opposants. Les harcèlements et les persécutions que nous subissons, nous, en France, en Belgique, les tentatives même d'empoisonnement ou d'assassinat. Vous savez, les gouvernements français, belges et autres savent. Ils suivent. Ils savent ce qui se passe réellement. Ils ont vu les images qui sont passées à la télévision ou sur YouTube, les images de membres du FPR prêtant serment. C'était dans une ville anglaise, je pense à Manchester ou ailleurs, des gens qui disaient nous devons poursuivre nos ennemis, les tuer, et si on ne le fait pas, c'est nous qui serons pendus haut et court. Nous acceptons le sort si nous trahissons le serment du FPR. Tout ça, ça crée une ambiance folle. On parle la Corée du Nord, souvent, on compare le Rwanda. La Corée du Nord, mais c'est un pays aujourd'hui qui n'a rien à voir avec le Rwanda. Monsieur l'ambassadeur, si j'ai bien compris, votre discours vraiment clair, c'est que le FPR est en train d'être rattrapé par son mensonge. Son mensonge qui est lié au mensonge que les pseudo-experts occidentaux qui l'ont propagé aussi en Occident subissent le même sort, donc rattrapés par les mensonges qu'ils ont propagés. Et maintenant, ils cherchent, vu que la vérité presse, s'étale aux yeux de tous, alors ils veulent un peu mettre encore un coup de marteau sur leur mensonge pour l'enfoncer bien fort. Alors, puisque le temps aussi nous le demande, nous sommes presque à la fin de notre émission, je voudrais justement vous demander si vous avez 1 ou 2 conseils à prodiguer aux Français
et qui assistent tout cela, parce que c'est eux qui subissent ces livres, ces théories, ces mensonges qu'on leur inculque. C'est le moment vraiment de pouvoir donner un conseil à un Français, à un lecteur qui fait la lecture actuelle de ces livres, notamment celui-ci, La Traversée, qui vient de sortir. Quel conseil pouvez-vous leur prodiguer aussi aux Rwandais, même si au cours de l'émission, vous avez toujours dit aussi ce qu'il fallait faire dans les jours à venir. Mais à vous la parole. Comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, il s'agit là effectivement d'un livre qui sert de contre-feu. Il y a le feu dans la maison FPRienne. Il y a le feu chez Kagame. Il le sait parce qu'il est intelligent, parce qu'il a des services de renseignement très, très, très puissants. Il sait que 2021 n'est pas 1994, 15, etc. Et donc là, il a engagé plusieurs personnalités françaises, belges, surtout, américaines. Il n'y en a plus beaucoup. Hein. Les Tony Blair, ils agissent encore, mais ils ne se manifestent plus. Ils y vont doucement. Mais Tony Blair a été remplacé par son ancien ministre de la coopération, oui, mais il y va mollo mollo. Parce qu'en face, il y a aussi des gens qui disent la vérité. Donc, ce contre-feu, nous devons absolument y verser des tonnes et des tonnes d'eau pour que ce contre-feu s'éteigne, que le feu de la vérité poursuive son chemin. Parlant à la France, vous savez, je l'ai souvent fait, tout ce que nous demandons à la France, c'est d'être la France, tout simplement. C'est de ne pas trembler devant des dictateurs africains, surtout des dictateurs sanguinaires. C'est de ne pas aller serrer la main du diable à Kigali avec le sourire, alors que le même dictateur parle de la France comme un pays génocidaire. Mais d'ici peu, le président Macron va y aller. Nous, ça nous fait quelle plaisir. attitude il devra prendre, je sais Nous, pas. on est content qu'il y aille, mais tout ce que nous demandons, c'est qu'il y aille en tant que président de la République française, qui n'a rien à demander que la bonne coexistence pacifique entre les deux pays, et sans les mensonges, qu'il y ait la vérité entre les deux, et que la France n'aille pas à Canossa sans raison aucune. Kigali ne doit pas devenir Canossa. C'est tout simplement ça. Je ne peux pas croire que le président Macron ne défende pas l'honneur et le nom de la France. Et j'espère vraiment, nous faisons suffisamment, en tout cas pour que ce ne soit pas le cas. Parce que nous sommes des Français aussi, que nous sommes très informés de ce qui se passe quotidiennement au Rwanda. Eh bien, nous devons informer nos amis de la situation réelle qui se passe au Rwanda. Mais je vais plus parler aux Rwandais, en fait, à nos compatriotes. J'ai développé tout à l'heure la nécessité de développer cette empathie. Quand je parle du Rwanda, je parle des Rwandais, des Batwa, des Batutsi, des Bahutu, qui sont condamnés, qu'ils le veuillent ou non, à vivre ensemble. Nos enfants demain, c'est-à-dire les Bahutu, les Batwa, les Batutsi, et tous les enfants qu'ils ont mis sur cette terre ensemble, tous ces mélanges qu'on voit partout dans les rues du Rwanda, qu'on ne sait même plus distinguer les ethnies, tous ces gens qui ne demandent que la paix entre les familles qui les ont mises au monde, eh bien, ils doivent vraiment prendre leur courage en main. Et notamment s'agissant de ce que Pierre Péan appelait les blancs menteurs, mais il y a aussi, nous sommes aussi entourés de noirs menteurs, hein, ceci dit. Nous devons engager des actions solides et sérieuses. Moi, je recommande et je vais lancer l'idée, je vais proposer ça à plusieurs de mes camarades, hein, des activistes des droits de l'homme, mais aussi des leaders des partis politiques rwandais. Mettre en place un fonds pour faire avancer la cause de la vérité, toute la vérité. Il n'y a pas de vérité Hutu, il n'y a pas de vérité Tutsi, il n'y a pas de vérité Batwa ou de vérité Bahutsi, comme certains le disent. Il n'y a pas de vérité Basopia, ou je ne sais pas comment ils disent.
nous sommes tous des Rwandais, nous appartenons tous à la même nation. Les Bassopé, les Bassadia et tous, ils sont tous propriétaires de ce pays, qu'ils le veuillent ou non, et ils doivent vivre ensemble. Donc, je vais proposer un fonds pour encourager ceux des Rwandais qui sont persécutés, qui sont harcelés parce qu'ils disent la vérité. S'il faut passer par la voie judiciaire, parce que ça fait peur à beaucoup d'Occidentaux quand ils sont mis devant la justice, quand ils sont mis devant leurs responsabilités devant les cours et tribunaux, ils hésitent après. Ils hésitent à harceler, à menacer et à persécuter leurs compatriotes d'origine étrangère ou leurs compatriotes français. Nous, c'est ce que nous allons faire. Nous allons choisir la voie de la justice. Pas de façon procédurière. On n'est pas là pour engager des plaintes, non. Mais chaque fois que ce sera nécessaire, chaque fois que quelqu'un, pour le cas d'espèce, il s'agit de Patrick de Saint-Exupéry, qui ne commet pas là un crime ou un délit d'opinion, ce n'est pas un délit de presse qu'il est en train de commettre. Il est en train de nier les crimes qui ont frappé nos parents. Il est en train de nier des crimes contre l'humanité avérés, documentés et finalement acceptés par toute la communauté internationale. Personne n'a jamais nié qu'au Congo, il y ait eu des crimes contre l'humanité, qu'il y ait eu des crimes à caractère génocidaire, même si le tribunal n'est pas encore mis en place. Je crois que les Rwandais doivent taper sur la table et dire « stop, ça suffit ». Nous portons plainte, en tout cas tous ceux qui ont perdu leurs parents. Après, la justice fait son travail. Mais il ne faut pas qu'on soit des victimes consentantes. On n'est pas des agneaux. Il ne faut pas que lorsqu'on nous frappe sur la joue gauche, nous offrions la joue droite. Nous ne sommes plus à l'époque de Ndiop Ghana. Ndiop Ghana, pour ceux qui ne le savent pas, c'est oui monsieur, c'est ce qui se passe. Moi, je me rappelle, parce que je suis né avant l'indépendance. Lorsqu'un Belge ou un Blanc en général parlait, il fallait toujours répondre Ndiop Ghana. Oui monsieur. C'est à l'époque de Tintin au Congo, quoi. On ne peut plus l'accepter. On ne peut plus accepter d'être des petits noirs pour qui on coupe le chapeau en deux pour leur donner satisfaction. Nous devons revendiquer nos droits, nous devons revendiquer notre dignité. Ce n'est pas un auteur français, fut-il célèbre, qui doit… Le temps du béni oui est dépassé. Il est révolu. On ne peut plus donner la joue droite lorsqu'on nous frappe sur la joue gauche. On ne va pas nécessairement répondre avec violence, mais on doit tracer une ligne que ces gens-là ne doivent plus dépasser. Et si nous devons y mettre les moyens, eh bien qu'on y mette les moyens. Et surtout, on ne va pas le faire seul. Parce que s'agissant des crimes commis en RDC, au Congo, eh bien, nous devons certainement travailler avec nos frères congolais. Parce qu'eux, ils ont perdu des dizaines de millions de morts. Les rapports des Nations Unies et autres ont dénombré, en tout cas, au moment où ces rapports se sont arrêtés, il y avait plus de 8 millions de morts. Et combien sont-ils aujourd'hui? Et on nous dit, ces gens, non, ils n'existent pas, ils ont disparu. Il n'y a pas de crime contre l'humanité. Lorsqu'on sait qu'à Srebrenica, lorsqu'il y a eu 8000 Bosniaques tués à Srebrenica en 1995, eh bien, le tribunal, la Cour pénale internationale a jugé que c'était un génocide. Alors qu'à Kibero, en 1995, la même année, eh bien, il n'y a pas de génocide, il n'y a même pas de crime contre l'humanité. C'était par légitime défense. Cette mise en parallèle, les uns ont de la valeur et d'autres pas, cette logique, nous devons la refuser, même si ça doit nous coûter cher. Après tout, nous avons des personnes puissantes et des organisations puissantes en face de nous. Mais qu'est-ce la puissance? Qu'est-ce que nous valons quoi si nous ne pouvons même plus défendre les nôtres? Quelle est notre valeur vraiment? Je pense que la seule puissance vient de la vérité. Tout à fait. Ce n'est pas une puissance qui vient comme ça. Le mensonge n'est jamais puissant face à la vérité. Voilà, je pense que nous pouvons mettre fin, Monsieur l'ambassadeur, à notre intervention de ce soir, en vous remerciant de nous avoir donné plus de lumière sur ce livre, si on peut appeler ça un livre,
et les mensonges qu'il contient. Donc, d'avoir aussi attisé cette soif ou cette capacité des gens de pouvoir réagir face à l'extinction de mensonges qui viennent s'abattre encore une fois comme ça, alors que les gens commençaient à entrevoir la vérité qui pointe son nez. Je pense que c'est un très bon travail que vous avez fait ce soir, monsieur l'ambassadeur. Et donc, je vous remercie d'avoir été avec nous. Et donc, à mardi prochain, probablement. C'est moi qui vous remercie, Aloïs, de m'avoir une fois encore invité à venir discuter, échanger, parce que ce n'est pas une conférence, on est deux, on parle, chacun donne son point de vue, et on se complète heureusement. Et je vais vraiment dire que aux auditeurs et aux téléspectateurs qui pensent que je parle avec beaucoup d'émotion, c'est le minimum. Beaucoup d'entre nous avons donné notre vie, avons consacré une vingtaine d'années à cette cause. Et ce n'est pas au moment où les résultats arrivent, ce n'est pas au moment où les Rwandais commencent à espérer, ce n'est pas au moment où les Hutus et les Tutsis, surtout ces deux derniers-là, commencent à sentir la nécessité vraiment de dire non à cette dictature impitoyable. Ce n'est pas en ce moment que nous devons sourire en disant « lit blanc, lit gentil ». Comme disaient les deux Congolais à l'époque de Tintin, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas d'expert, il n'y a pas de spécialiste. Et nous allons continuer à le dire très, très fort. Et je vous remercie. Je remercie tous les téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir. Merci. Je vous souhaite une excellente soirée chez vous en France, monsieur l'ambassadeur, et à la prochaine. Merci, merci. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?